Le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont foutu dehors en me lançant « Sois content, on t'a nourri ». Du coup, je leur ai balancé une vérité qu'ils n'allaient pas avaler de sitôt. Ce matin-là, je me suis réveillé en sursaut. Ma mère me balançait de l'eau froide au visage. « Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Tu dois partir. » Je me suis levé d'un bond et là, j'ai vu mon beau-père planté devant la porte, mes affaires déjà prêtes à partir. Ils avaient toujours été durs, mais jamais je n'aurais cru qu'ils iraient jusque-là. « Mais je suis votre fils !» Ma mère est partie dans un éclat de rire amer. Depuis la mort de ton père, tu n'es qu'un poids pour nous. Tu nous fais claquer du fric en psy. Tu passes ton temps à geindre à cause de tes cauchemars. Mon beau-père opinait du chef, l'air satisfait. Ça fait 18 ans qu'on te nourrit et te loge. C'est déjà plus que ce que bien des gens feraient. Avant même que j'aie le temps de réagir, ils m'ont balancé mes sacs dans les bras et m'ont littéralement poussé dehors. Je n'ai même pas tenté de me débattre. Au fond, je pense que j'étais déjà résignée. Après avoir passé des heures à prier et à caresser des chats dans la rue, j'ai atterri dans un foyer du centre-ville. Les mains tremblantes, j'ai commencé à remplir les papiers d'admission. C'est là que mon téléphone s'est mis à vibrer. Mes parents m'avaient débloqué juste histoire d'en rajouter une couche. Maman, arrête de raconter à la famille que t'es à la rue. Tu nous fous la honte. Et puis un message de mon beau-père. Au moins, ton vrai père a eu la décence de crever en Afghanistan. Emoji facepalm. Là, j'ai craqué. Je me suis effondré sur cette chaise en plastique, en pleurs. L'assistante sociale, une femme marquée par la fatigue, m'a posé la main sur l'épaule. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui ai montré les messages. Elle lisait quand, soudain, son regard s'est figé sur mon dossier. Elle s'est raidie d'un coup. « Attends, Mikhail Krizevski, ton père est mort en Afghanistan ?» « Oui, » j'ai soufflé. J'avais 6 ans. Elle s'accrochait à son bureau comme si elle allait tomber. « Tu as vu le corps ? Tu étais à l'enterrement ?» Je l'ai regardé sans comprendre. « Pardon ? James, il y a eu des militaires qui sont venus voir la famille après. » Pas vraiment ? Non, je ne crois pas. Pourquoi vous me demandez tout ça ? Elle s'est jetée sur son Chromebook, tapant comme une folle. En 30 secondes, elle est devenue livide. « James, ton père n'est pas mort en Afghanistan. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Quoi ? Il est à Palmerville, dans un hôpital psychiatrique. Il y est depuis 12 ans. » Les néons au plafond me semblaient tout à coup bien trop agressifs. « Ce n'est pas possible. On a eu un enterrement. J'ai vu un psy pendant des années. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Tu dois aller voir ton père. Aujourd'hui, avant que ta mère se rende compte que tu sais. » J'ai repensé à plein de détails qui n'avaient jamais collé. Pourquoi elle paniquait dès qu'on parlait des familles de militaires à la télé ? Pourquoi on avait déménagé juste après les soi-disant obsèques ? J'avais envie de tout laisser tomber, mais j'entendais encore la voix de mon beau-père qui me traitait de bon à rien. Alors j'ai inspiré profondément et demandé « Pourquoi aujourd'hui ?» Parce que dès que tes parents comprendront que tu sais que ton père est vivant, ils sauront aussi que quelqu'un va réclamer toutes les aides qu'ils ont touchées. C'est elle qui m'a emmené à Palmer. Tout le trajet, mon cerveau refusait de croire à ce que je venais d'apprendre. Mais en entrant dans ce couloir, cette odeur de cire mêlée à celle des médicaments, il était bien là, mon père. Pas ce beau-père violent, ni les amants de passage qui essayaient de m'acheter avec des vieux vinyles. Mon vrai père, lui au moins, m'aimait. « Papa ?» Le mot est sorti tout seul, brisé. Il s'est retourné, la tête bouleversée. « James, on m'avait juré que je ne te reverrais jamais. On m'avait dit que tu me détestais. Je croyais que tu étais mort. On m'a fait assister à ton enterrement. Maman disait que tu étais un héros mort au combat. » Son visage s'est tendu de douleur. On m'a fait croire que tu connaissais la vérité, que tu avais choisi de rester avec eux. J'avais du mal à encaisser quand mon téléphone s'est allumé. Pendant que je découvrais que toute ma vie n'avait été qu'un tissu de mensonges, mes parents en profitaient pour vider le compte où j'avais mis de côté pour la fac, l'argent de mon anniversaire, tout y passait. Compte fermé, plus rien. J'ai laissé tomber mon téléphone. Mon père l'a ramassé et a lu l'écran. « Tout mon salaire militaire était versé pour toi », murmura-t-il. « Chaque mois, pendant 12 ans, pour ton avenir. » Je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. À ce moment, le médecin est entré. Monsieur Krizevski, il est prêt à sortir depuis des années. Il reste fragilisé par la guerre, mais il a besoin d'un proche pour l'aider au quotidien. Je m'en occuperai. J'ai balbutié sans hésiter. Je prendrai soin de lui. Le lendemain matin, tout semblait irréel. Papa est sorti en civil, dans ce jean et cette chemise à carreaux bien trop large. Plus on s'approchait de chez ma mère et de mon beau-père, plus il avait du mal à respirer. 12 ans, a soufflé papa. 12 ans qu'ils nous ont volés. On est arrivé devant la fameuse porte, celle qui m'avait claqué au nez la veille. À l'intérieur, des pas, puis la serrure a tourné. La porte s'est ouverte, et on est tombé sur mon beau-père qui a blêmi d'un seul coup. J'ai bien failli éclater de rire tant sa tête valait le détour face à un homme qu'il croyait mort. Derrière, ma mère est apparue. Sa tasse de café lui a échappé des mains pour exploser par terre. Papa a esquissé un sourire. « Bonjour Marc, va falloir qu'on parle sérieusement de mes allocations de décès. Écoutez 90 secondes et balancez-moi 5 étoiles sur Spotify. Je fais un tirage au sort parmi ceux qui m'envoient de la preuve sur Insta. 4 gagnants au choix, carte cadeau Spotify ou Amazon. » Le visage de Marc a enchaîné 5 expressions en 3 secondes. D'abord le choc, puis le calcul à toute vitesse pour essayer de comprendre si c'était vrai, ensuite la colère, le rouge lui montant au visage. Ma mère a poussé un cri étranglé, la tasse s'est brisée sur le sol, un petit geyser de café maculant le carrelage blanc d'entrée. Le bruit de la porcelaine éclatée sonnait comme la fin de leur mensonge.
Marc a retrouvé ses esprits en premier, s'est mis à hurler qu'on n'avait rien à faire là, qu'on les accusait à tort, qu'on débarquait chez eux sans autorisation. Sa voix montait, hystérique. Ma mère, elle, a complètement changé de registre. C'était presque impressionnant si ça n'avait pas été aussi tordu. Elle a tout d'un coup pris une voix douce, faussement soucieuse, a regardé papa d'un air inquiet et lui a demandé s'il prenait bien ses médicaments, s'il n'était pas en train de tout mélanger. La voix qu'on prend pour parler à un gamin qui aurait perdu la boule. Je me suis surpris à glisser la main dans ma poche. J'ai sorti mon portable et lancé l'application photo. Le téléphone baissé mais assez incliné pour que le micro capte tout ce qui se disait. J'ai gardé un visage neutre, laissant parler les autres pendant que Marc, après une trentaine de secondes, réalisait ce que je faisais. Dès qu'il a vu le portable, il a essayé de s'en emparer, mais papa s'est placé entre nous, même s'il tremblait tellement que ça se voyait tout de suite. Marc s'est figé avant de jeter un coup d'œil dehors, vers la rue où un voisin récupérait son courrier. Il a changé d'expression et reculé d'un pas. J'ai continué d'enregistrer sans rien dire. Maman a alors pris une voix plus douce, comme si elle voulait apaiser la tension, et nous a proposé de nous asseoir pour discuter calmement. Mais je voyais bien que la respiration de papa s'accélérait, devenait trop rapide, trop superficielle. Sa poitrine se soulevait à toute allure, et son regard était perdu, comme à l'hôpital. Il était en train de décrocher. À cet instant, j'ai pris ma décision. On était venu pour leur montrer qu'on ne comptait pas disparaître. Le message était passé. J'ai posé la main sur le bras de papa et j'ai annoncé qu'on s'en allait. Il a simplement hoché la tête sans rien ajouter et on a tourné les talons pour rejoindre la voiture, conscient que maman et Marc nous observaient depuis l'entrée. J'ai installé papa côté passager, il fixait toujours ses mains qui tremblaient encore. Je me suis retrouvé une minute derrière le volant, à chercher par où commencer. Soudain, je me suis souvenu que la conseillère du centre d'hébergement m'avait donné son numéro direct. Je l'ai appelée pour lui résumer la situation. Elle n'a pas perdu une seconde à poser des questions inutiles. Tout de suite, elle m'a proposé de nous organiser une nuit à l'hôtel avec l'aide d'un fonds d'urgence, m'a donné l'adresse et demandé de me présenter au responsable. Je l'ai remercié puis j'ai raccroché. Papa n'avait pas bougé, toujours occupé à contempler ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. J'ai démarré et pris la route du motel. 20 minutes de silence. Papa n'a pas dit un mot, et le sentiment d'être la seule barrière entre lui et l'effondrement total me compressait la poitrine. Le motel s'appelait le Sunset Inn, alors qu'il n'y avait ni coucher de soleil, ni rien, juste un parking et une nationale. Le gérant nous a donné les clés de la chambre 107 sans un mot de trop. L'odeur de tabac froid et de désinfectant flottait dans la chambre, avec 2 lits recouverts d'une couverture marron et un vieux bureau éraflé près de la fenêtre. J'ai sorti toutes nos affaires pour les étaler soigneusement sur le bureau, les papiers de sortie de papa de Palmer, mon acte de naissance récupéré à la hâte dans ma chambre avant d'être mis à la porte, les captures d'écran des textos de maman et Marc, la notification bancaire qui montrait mon compte vidé. J'ai tout aligné en espérant garder prise sur la réalité. J'ai pris des photos de chaque pièce avec mon téléphone, puis je me suis assis sur le bord du lit pour appeler le numéro de la notification bancaire. Après 15 minutes d'attente au service fraude, une conseillère finit par décrocher. Je lui explique la situation. Elle m'apprend que mon compte d'épargne-études avait été fermé la veille au matin et que tout avait été transféré sur un compte auquel je n'ai aucun accès. Elle me dit qu'il va falloir porter plainte et rassembler les documents prouvant que l'argent m'appartient. Quand je lui demande comment prouver quoi que ce soit dans ma situation, sans domicile, au bord du gouffre, sa voix se fait plus douce. Elle comprend que c'est compliqué, mais insiste. C'est la démarche obligatoire. Elle me donne un numéro de dossier et me demande de la rappeler après le dépôt de plainte. Je note le numéro sur le bloc-notes du motel, main tremblante. Et là, papa parle enfin depuis notre départ de la maison. Il raconte que lorsqu'il s'est engagé, il avait mis en place une allocation pour que sa solde de combat soit directement versée à sa famille. Il ne comprenait pas tous les détails. Il voulait seulement s'assurer qu'on ne manquerait de rien si jamais. Il y avait une espèce de culpabilité poignante dans sa voix qui m'a noué la gorge. Il avoue qu'il pensait vraiment que cet argent me reviendrait, pour mon avenir, pour mes études. Je lui ai simplement dit que je n'en avais jamais vu la couleur. Il a alors caché son visage dans ses mains et quelque chose s'est brisé en moi en le voyant comme ça. Cet homme qui a servi son pays s'est retrouvé enfermé, a perdu 12 ans avec son fils. Et maintenant, il se sentait coupable parce qu'en voulant nous protéger, on lui avait tout pris. J'aurais voulu trouver les mots, alléger sa peine, mais rien ne venait. Je suis juste resté assis à côté de lui, sur le lit, jusqu'à ce qu'il retrouve un peu de calme respiratoire. Après, j'ai passé 1 heure à sauvegarder toutes les données de mon portable sur le cloud, selon les conseils de la conseillère qui m'avait dit que dans ce genre de combat, seule la preuve compte. Chaque document pouvait devenir crucial face à des gens aussi bien rodés que maman et Marc. J'ai donc créé un dossier preuve, téléchargé chaque capture, l'enregistrement du perron, les photos des papiers éparpillés sur le bureau, tout sauvegardé sur le téléphone, sur Google Drive et dans mes brouillons de mail. Hors de question de tout perdre à cause d'un portable éteint, d'un vol ou d'une manipulation de maman ou Marc. Chaque capture, c'était un rempart de plus. Le lendemain matin, nous avons repris la route direction Palmer, en Virginie. Papa devait faire refaire sa pièce d'identité avec une adresse à jour et obtenir des relevés concernant ses droits à prestation. La coordinatrice des sorties, une femme d'une 50aine d'années, portait ses lunettes sur un cordon
et avançait à la cadence lente de ceux qui remplissent des formulaires toute la journée. Elle s'adressait à papa posément, tapait chaque réponse avec 2 doigts, puis imprimait les documents pour lui faire signer. Elle nous a prévenu qu'il faudrait 2 semaines pour la nouvelle carte d'identité, mais l'historique de ses prestations serait prêt dans l'après-midi. Je me suis assis sur une chaise en plastique, tentant de rester patient même si tout en moi bouillait d'impatience. Chaque jour passé laissait à maman et Marc un peu plus de chance de dissimuler l'argent ou de faire disparaître des preuves. Mais je me suis tue et j'ai attendu. Finalement, la coordinatrice a fini les démarches et nous a confié un numéro à appeler pour les relever dans l'après-midi. Nous l'avons remercié et sommes sortis. Dans la voiture, papa m'a simplement dit qu'il était épuisé. Je nous ai donc ramenés au motel. Il s'est couché sur un des lits et s'est endormi presque immédiatement. Moi, je me suis assis au bureau, les yeux rivés sur nos papiers soigneusement rangés. Nous avions passé les premières étapes, affronté maman et Marc, commencé à tout consigner, entamé la reconquête de l'identité de papa. Mais tout cela restait dérisoire. Même en y mettant toute notre énergie, nous n'étions encore nulle part. C'était déjà un début cependant, et ce début valait toujours mieux que ce matin-là où je m'étais réveillé trempé, le visage engourdi par l'eau glacée. Le lendemain, j'ai retourné tous les papiers pour retrouver le numéro des prestations de vétérans, puis j'ai appelé. Après la voix automatique, plusieurs transferts et une attente interminable sur une mélodie d'un autre temps, j'ai placé le téléphone en haut-parleur et j'ai continué de trier nos dossiers. 21 minutes, puis 40, ont défilé. Papa s'est levé, a traîné jusqu'à la salle de bain, et moi, j'attendais toujours en écoutant en boucle la même musique de fond. Lorsque, enfin, une voix de femme a décroché, elle m'a demandé le numéro de sécu de papa que j'ai retrouvé sur les papiers de sortie. Elle m'a demandé ce que je voulais et j'ai essayé de lui expliquer, comme j'ai pu, la gestion par un représentant légal, la procuration, tout est sorti de façon décousue. Elle est restée calme, m'a tout réexpliqué. Un représentant légal, c'est quelqu'un qu'on désigne pour toucher les prestations à la place d'une personne qui ne peut pas les gérer elle-même. Une demande est nécessaire, puis un accord à obtenir. Elle m'a appris qu'un représentant touchait déjà les prestations de papa depuis des années. J'ai voulu savoir qui, mais elle n'a rien voulu dire sans autorisation officielle. Je me suis senti idiot devant tous ces sigles qu'elle utilisait. PA, R, PP, VARO et tant d'autres inconnus. Alors j'ai attrapé le bloc-notes du motel, noté tout comme je pouvais, avec une écriture tremblotante. Elle m'a détaillé la procédure pour changer de représentant. Il faudrait remplir certains formulaires. Papa devrait être évalué. Au bout d'1 heure, j'ai raccroché, complètement noyé sous les informations, à peine capable d'en saisir le sens. J'ai aussitôt contacté l'assistante sociale du foyer pour lui raconter l'appel avec les anciens combattants. Elle m'a dit vouloir me mettre en relation avec la protection des adultes, car ce que mes parents avaient fait pouvait être assimilé à de l'exploitation financière sur une personne vulnérable. Hésitation. Maman m'avait toujours appris à me méfier des services de l'État, à penser qu'ils ne faisaient qu'aggraver les situations et étaient dangereux. Mon silence n'a pas échappé à l'assistante, qui a ajouté que parfois, ces services restaient à la seule barrière protectrice possible. J'ai repensé à tout ça, à la façon dont le système m'avait quand même permis de retrouver papa, là où je n'aurais jamais su où commencer, et au fait que je n'avais aucune chance seule face à maman et Marc, sans argent ni chez moi. J'ai fini par dire oui. Elle m'a donné un nom et un numéro à joindre, Giovanni Mercier, compétent selon elle pour ce genre de dossier. J'ai tout noté, remercié. Mais avant de passer l'appel, j'ai voulu tenter autre chose. Je me suis plongé dans mes anciens contacts pour retrouver les numéros des membres de la famille dont je n'avais plus qu'un souvenir flou. Des oncles, des tantes, des cousins d'avant notre déménagement. La plupart des numéros étaient inactifs. 3 sont tombés sur messagerie. J'ai laissé des messages en expliquant la situation, tenté de savoir s'ils pouvaient me rappeler. 2 autres n'ont eu aucune réponse. Puis, j'ai tenté ma tante Lisa, la sœur de maman. Elle a décroché au bout de la 4e sonnerie. À peine avais-je commencé à expliquer qui j'étais qu'elle m'a coupé, m'a dit avoir entendu, par maman, que je répandais des histoires pour leur nuire. Elle voulait absolument rester à l'écart des problèmes de la famille. J'ai tenté de lui dire que papa était vivant, mais elle a refusé d'en entendre plus. Selon elle, maman avait déjà trop souffert de la perte de son mari et des difficultés de m'avoir élevé seule, alors j'aurais dû être reconnaissante au lieu de semer la discorde. Elle a raccroché, me laissant là, figée devant mon téléphone. Ce sentiment d'isolement était presque palpable, comme si maman avait volontairement éloigné toutes les personnes susceptibles de remettre en question sa version des faits, ou de me venir en aide si jamais la vérité éclatait. Cette nuit-là, une fois papa endormi, j'ai ouvert un nouveau document sur mon téléphone et j'ai couché tout ce dont je me souvenais. Tout en haut, j'ai écrit « Mort supposée de papa », en précisant mon âge à l'époque, 6 ans. Ensuite, j'ai listé année après année tout ce qui s'était passé. Le départ dans un autre état quelques mois après les funérailles. L'angoisse de maman dès qu'une famille de militaires apparaissait à la télé, son silence instantané à mes questions sur le service de papa ou face à mes envies de regarder ses photos. Elle avait jeté la plupart de ses affaires pendant le déménagement, prétextant que c'était trop douloureux à conserver. Nous n'avions jamais, d'ailleurs, mis un pied sur la tombe où elle disait qu'il reposait. J'ai consigné aussi mes années de thérapie, les séances à pleurer son absence, les cauchemars récurrents. Je me suis souvenu comment maman utilisait mon chagrin pour me manipuler ou me faire culpabiliser d'avoir de la peine.
Tout écrire ainsi rendait soudain visibles les rouages du mensonge. Ce n'était pas qu'une contre-vérité isolée, mais tout un système construit patiemment, pièce après pièce, pendant 12 ans, pour m'empêcher de poser les vraies questions. À minuit, mon téléphone a vibré, un SMS de maman. Elle écrivait que nous pourrions discuter si j'arrêtais de colporter des rumeurs et de lui faire mauvaise réputation auprès du voisinage. Elle me signalait que cela devenait gênant, que les gens commençaient à s'interroger, qu'elle trouvait que j'exagérais et que tout pourrait rentrer dans l'ordre si je me montrais raisonnable et que je rentrais à la maison. J'ai relu le message 3 fois, le doigt déjà prêt à répondre, puis non. Je suis resté à fixer l'écran pendant 20 minutes. Une part de moi voulait tout lui déballer, mais je savais parfaitement que c'était ce qu'elle attendait. Une réaction, pour mieux retourner mes paroles contre moi et me faire douter de ma propre lucidité. À la place, j'ai pris une capture d'écran du message et je l'ai ajouté à mon dossier « Preuve ». Ensuite, j'ai reposé mon téléphone sur le bureau sans donner suite. Le lendemain matin, je me suis installé avec papa pendant qu'il prenait son petit déjeuner que j'avais rapporté du buffet du motel dans la chambre. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle des limites à poser et de notre sécurité. Il m'a regardé, un peu inquiet, s'attendant presque à une mauvaise nouvelle. Je lui ai expliqué que maman et Marc risquaient de tenter de le joindre et qu'il ne devait surtout pas leur dire où nous étions ni ce que nous faisions. Il a hoché la tête sans un mot. J'ai continué en lui disant qu'ils essaieraient sans doute de lui faire croire que je mentais ou même que j'allais l'abandonner, mais que, quoi qu'il arrive, il ne devait rien leur révéler. Il a accepté, mais j'ai bien vu la peur dans son regard. La même peur que le jour où il avait cru que j'allais le laisser à Palmer. J'ai tendu la main par-dessus la table et posé la mienne sur son bras en lui affirmant que je ne partirais pas, que je lui promettais qu'on s'en sortirait ensemble. J'étais sincère, et ça a suffi à le rassurer un peu. Il a repris son petit déjeuner. L'après-midi, j'avais rendez-vous à l'aide juridique, dans une galerie marchande à côté d'un cabinet fiscal. À l'intérieur, l'odeur de café réchauffé et d'encre d'imprimante flottait dans l'air. La secrétaire m'a fait remplir un formulaire, puis nous a conduits dans un petit bureau où nous attendait Artemisia Bruno. Beaucoup plus jeune que je l'imaginais, la trentaine, des cheveux bruns tirés derrière la tête, des lunettes discrètes. Elle nous a serré la main, puis nous a invités à nous installer. Elle a ouvert un bloc-notes jaune et a dit « Racontez-moi toute l'histoire depuis le début ». J'ai tout repris en détail. Mon réveil dans l'eau froide le matin de mon anniversaire, l'intervention de l'assistante sociale qui avait retrouvé papa, la confrontation devant la maison, la découverte des comptes vidés. Elle m'a écouté sans jamais m'interrompre, prenant note méthodiquement, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous avez très probablement des recours civils pour escroquerie et détournement de fonds ». Elle m'a expliqué que ce sont les termes juridiques pour qualifier le vol d'argent sous de faux prétextes ou l'appropriation de biens appartenant à autrui. Elle a ajouté qu'il y avait peut-être aussi matière à des poursuites pénales si le parquet estimait l'affaire sérieuse. Elle m'a demandé si je disposais de preuves écrites, alors je lui ai montré toutes mes captures d'écran et mes enregistrements stockés sur mon téléphone. Elle a conclu « C'est parfait, vous avez eu raison de tout conserver ». Puis elle m'a averti que la procédure risquait d'être longue, mais qu'elle serait là pour nous accompagner à chaque étape. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix d'homme s'est présentée, Giovanni Mercier, service de protection des adultes. Il m'a expliqué que l'assistante sociale lui avait transmis notre dossier et qu'il souhaitait convenir d'un entretien téléphonique. J'ai sorti mon carnet pour noter ses questions sur la situation de papa, auxquelles j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Il m'a annoncé l'ouverture d'un dossier et la désignation d'un enquêteur. Il a précisé que l'enquête allait demander du temps, le temps de faire le tour des différents interlocuteurs et de rassembler tous les documents nécessaires. Je sentais l'impatience monter en moi. Je voulais des réponses maintenant. Je voulais que maman et Marc soient sanctionnés tout de suite. Mais la voix posée de Giovanni m'a rappelé qu'il valait mieux une investigation sérieuse qu'une décision à la va-vite. Il avait raison, même si cela me mettait hors de moi. Il m'a dit qu'une personne me rappellerait dans la semaine pour organiser les rendez-vous et il m'a conseillé de continuer à tout noter. L'appel suivant, c'était la banque. Agatha Riggs, du service antifraude. Elle a confirmé avoir reçu mon signalement et ouvrait officiellement un dossier. Elle m'a ensuite détaillé la liste des pièces à fournir. Une plainte déposée auprès de la police, une pièce d'identité, tout document prouvant que le compte avait été ouvert à mon nom, des attestations de personnes capables d'assurer que mes parents n'avaient aucun droit d'accès à ce compte. J'ai pris des notes, mais chaque nouvelle exigence paraissait une montagne insurmontable. Certains documents, je ne les avais pas, d'autres, je n'avais aucune idée de la façon de me les procurer. Agatha a sûrement perçu mon désarroi, car elle m'a dit d'y aller par étapes, de réunir ce que je pouvais et de la rappeler quand j'aurais avancé. Elle m'a donné sa ligne directe, précisant qu'elle suivrait personnellement le dossier. Ce même après-midi, j'ai reçu l'appel de Ricardo Bruno, de la MSA. Il m'a expliqué qu'il était assistant social et voulait fixer une rencontre pour évoquer les dispositifs d'aide au logement et les solutions d'accompagnement pour aidants familiaux. Il a aussi insisté sur la nécessité de réfléchir au changement de tuteur légal pour papa. Il a commencé à me parler de différents programmes et d'aides dont je n'avais jamais entendu parler, HUDVASH, allocation pour aidants, l'allocation d'aide et d'assistance. J'ai griffonné ce que j'ai pu, mais il parlait trop vite et j'étais un peu perdu. Il s'en est rendu compte, il a ralenti et m'a rassuré.
Il m'enverrait tout par mail. Ensuite, il m'a demandé quand on pouvait se rencontrer en personne. J'ai regardé papa assis sur le lit devant la télé et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose se desserrer à l'intérieur. Un soulagement, peut-être même un premier espoir. Enfin, quelqu'un prenait vraiment notre situation en main, quelqu'un qui connaissait le système et voulait nous aider à avancer. J'ai fixé un rendez-vous pour la semaine suivante et, quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que mes mains avaient cessé de trembler. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Artemisia à l'association d'aide juridique. Elle m'a accompagné pour rédiger une demande officielle destinée aux pompes funèbres Paix Tranquille. Je lui ai donné l'adresse où maman m'avait emmené 12 ans plus tôt pour la cérémonie. Artemisia a précisé qu'il fallait obtenir une attestation sur les prestations effectivement rendues ce jour-là pour comparer avec ce que maman avait affirmé. Elle a rédigé la lettre sur papier à en-tête de l'association, je l'ai signée. 3 jours plus tard, une enveloppe m'attendait au motel. Je l'ai ouverte sous le regard de papa, assis sur le lit. Le directeur des pompes funèbres écrivait qu'ils avaient bien mis leur salle à disposition le jour en question, mais qu'aucune dépouille n'avait jamais été réceptionnée pour inhumation ou incinération. Leur registre ne faisait état d'aucun achat de cercueil, ni de concession, ni d'autorisation de crémation, juste de la location de la chapelle, pour 2 heures. J'ai relu la lettre plusieurs fois et une boule s'est formée dans mon ventre. Je savais déjà que papa était vivant, mais voir noir sur blanc que toute la cérémonie n'avait été qu'un simulacre me donnait la nausée à un autre niveau. Cet après-midi-là, je me suis rendu au commissariat du centre-ville pour porter plainte. L'agent à l'accueil m'a envoyé vers le bureau de l'inspecteur Hugo Larkin, un homme dans la cinquantaine, cheveux gris, lunettes sur le crâne. Je me suis installé sur la chaise en plastique face à lui pendant qu'il lançait un formulaire sur son ordinateur. Il m'a demandé de tout reprendre depuis le début, alors j'ai tout raconté. Le réveil sous l'eau froide le matin de mes 18 ans, la surprise de retrouver papa bien vivant à Palmer, mes comptes vidés, 12 ans de prestations envolées. Hugo a pris des notes sans jamais m'interrompre. Une fois mon récit terminé, il a imprimé le procès-verbal, me l'a tendu pour relecture, puis m'a expliqué que l'enquête risquait de durer. Les dossiers de fraude à plusieurs impliqués et des aides d'État sont toujours complexes, mais le numéro de dossier m'aiderait auprès de la banque et dans mes démarches administratives. Il m'a remis sa carte, m'a conseillé d'appeler si un détail me revenait ou si mes parents tentaient de reprendre contact. J'ai soigneusement rangé le rapport dans mon dossier de preuve. 2 jours plus tard, j'étais assis sur le lit du motel, à trier de la paperasse, quand j'ai eu un mauvais pressentiment et ai jeté un œil par la fenêtre. Le pick-up de Marc stationnait à 3 places de là. Il était là, au volant, à fixer notre chambre sans bouger. Un froid m'a envahi. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro d'urgence, tout en fourrant nos affaires dans des sacs, tellement nerveux que j'avais du mal à fermer les fermetures éclairs. Papa, inquiet, m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai simplement désigné la fenêtre. Je l'ai vu pâlir aussitôt. L'opératrice, restée en ligne tout le temps que j'emballais, m'a prévenu que des agents arrivaient dans les 5 minutes. Je n'ai plus lâché Marc des yeux, caché derrière le rideau. Il n'a pas bougé, continuant de surveiller la chambre. À l'arrivée de la police, Marc a démarré calmement. Les agents ont pris ma déposition et m'ont recommandé de signaler tout contact ultérieur. Après leur départ, je me suis laissé tomber au sol, adossé au lit. Papa m'a mis la main sur l'épaule et on s'est entendu pour rester prêt à partir à tout moment. Le lendemain, Artemisia m'a aidé à faire la demande de mon dossier scolaire auprès de l'administration du district. Elle a expliqué qu'il nous fallait prouver que maman m'avait fait suivre une thérapie de deuil pendant des années. Une semaine plus tard, j'ai reçu les documents et je les ai étalés sur le bureau du motel. Des pages entières de comptes rendus de séances de suivi psychologique, de mes 6 à 16 ans, toutes mentionnant le même code diagnostic, perte d'un parent. Les notes retraçant mes douleurs, mon deuil supposé, les fois où j'avais dit pleurer l'absence de papa, les cauchemars de funérailles, les séances durant lesquelles maman expliquait que j'avais du mal à tourner la page après la mort de mon père au combat. À chaque fois, c'est l'assurance qui réglait la note, avec ce même motif. Parcourir ainsi des années de mon propre chagrin, couché en langage clinique, me donnait la sensation étrange de lire la souffrance d'un autre. Mais c'était aussi la preuve concrète du temps et de l'énergie que maman et Marc avaient consacré à orchestrer tout ce mensonge. Artemisia a envoyé la semaine suivante des lettres officielles de préservation, l'une à la banque, l'autre à l'adresse de mes parents, avec toute la formulation juridique pour exiger la conservation de tout document en lien avec les prestations de papa ou mes comptes. Elle m'a expliqué que c'était la marche à suivre avant d'engager une procédure et que toute destruction de preuves après réception d'un tel courrier pouvait leur coûter cher. Elle insistait sur la force du langage légal qui sonnait clairement. Nous montions un dossier et ils étaient sommés de tout garder. En relisant la lettre avant de l'envoyer, j'ai senti que la situation s'inversait. Après des semaines à ne faire que subir, à présent, c'était à eux de réagir à ce que nous mettions en place. 3 jours plus tard, Agatha m'a rappelé avec une mise à jour. L'enquête bancaire sur la fraude avait mis au jour une série de virements du compte des prestations de papa vers un compte joint détenu par maman et Marc sur plusieurs années. Elle signalait ces mouvements comme suspects et tentait d'établir la chronologie, mais m'a averti qu'il faudrait encore des justificatifs pour prouver l'absence d'autorisation. Il nous fallait des attestations de la MSA, prouvant que papa n'avait jamais désigné maman comme représentante, et peut-être des ordonnances du tribunal pour obtenir certains relevés. Elle m'a assuré que la banque prenait l'affaire très au sérieux, mais l'enquête serait longue. J'ai tout noté pour mes dossiers.
Chaque nouvelle preuve me donnait le sentiment d'ériger, pierre après pierre, un mur solide contre eux. Dans la même semaine, la VA a téléphoné pour organiser un entretien avec papa. Ricardo m'a expliqué qu'il revoyait la question du représentant payeur et qu'il fallait entendre papa seul pour s'assurer qu'il puisse s'exprimer librement. Le rendez-vous était fixé au mardi suivant à la clinique de la VA. Ricardo a tenu à souligner que cette démarche était normale dès que l'autorité du payeur posait question. Il voulait reconnaître la volonté de papa, entendre directement de lui à qui il souhaitait confier la gestion de ses prestations. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti revenir un peu d'espoir. On écoutait enfin papa, pas ce que les autres décidèrent pour lui. Il était stressé à l'idée de cet entretien, alors je l'ai aidé à s'entraîner pour répondre clairement. 2 jours plus tard, Giovanni m'a appelé. Il était passé chez maman et Marc dans le cadre de l'enquête de l'APS. Il s'était montré coopératif, jurant avoir une procuration en règle pour tout gérer pendant l'hospitalisation de papa et semblait avoir préparé documents et arguments, mais Giovanni a exigé de repartir avec des copies de chaque pièce présentée pour en vérifier la validité. Il m'a expliqué que les gens qui s'enrichissent sur le dos des autres présentent souvent des papiers qui semblent parfaitement en règle à première vue. Son rôle, c'était de creuser pour vérifier si cette autorité était bien réelle. Il m'a précisé que l'enquête se poursuivait et qu'il me tiendrait informé. Une fois l'appel terminé, j'étais en colère et déçu. Bien sûr que maman et Marc jouaient la carte de la coopération. Cela faisait 12 ans qu'ils mentent, sans se faire prendre. La semaine suivante, Artemisia a reçu officiellement les copies de la prétendue procuration, m'a convoqué dans son bureau et a posé le document devant moi. J'ai regardé la ligne où papa aurait soi-disant cédé ses droits à maman, et même sans être experte, le tout m'a paru louche. Un paraphe tremblant, irrégulier, rien à voir avec la signature qu'il a posée sur ses papiers VA ou les formulaires qu'on avait remplis ensemble. Le document était daté d'il y a 13 ans, juste après son premier séjour à l'hôpital. Artemisia m'a ensuite montré d'autres incohérences. Le cachet du notaire était à peine lisible, les signatures des témoins presque illisibles. Elle m'a dit qu'il faudrait sans doute un expert en écriture pour démontrer que c'était un faux, mais même sans cela, il y avait de quoi s'interroger sérieusement. Le lendemain matin, papa et moi sommes allés à la préfecture pour demander une carte d'identité. Ricardo nous avait aidé à ouvrir une boîte postale Vapo pour recevoir le courrier officiel, puisque le motel n'était qu'une étape provisoire. On a monté le dossier, papa a remis ses papiers de démobilisation et sa carte de sécurité sociale à l'agent d'accueil, qui nous a dit que la pièce serait prête en une vingtaine de minutes. On s'est installé sur des sièges en plastique pour patienter. Quand on a appelé le nom de papa, il s'est approché du comptoir et l'agent lui a tendu un justificatif provisoire avec photo. Il l'a contemplé longuement, son nom, sa nouvelle adresse, pour la première fois depuis 12 ans. Plus l'hôpital, plus la maison de maman et Marc, notre adresse à nous. Je l'ai vu plier soigneusement la feuille et la glisser dans son portefeuille. C'était un détail, juste un morceau de papier avec ses informations, mais ça ressemblait à une petite victoire dans une bataille qui paraissait perdue d'avance. Ricardo a rappelé dans l'après-midi alors qu'on était de retour au motel. Il m'a proposé de passer en revue le dossier d'inscription au programme d'aidant de la VA et j'ai immédiatement accepté. Il m'a accompagné étape par étape au téléphone, m'expliquant quels éléments du dossier médical Palmer il fallait ressortir, quels documents nécessitaient un cachet médical. On me demandait de détailler les besoins de papa au quotidien, ses difficultés et son parcours médical. J'ai rempli les parties sur la gestion des médicaments, l'accompagnement au rendez-vous, la préparation des repas, le soutien moral. Chaque question me faisait prendre la mesure de tout ce que la responsabilité impliquait. Ricardo m'a ensuite envoyé les liens des modules de formation à suivre et j'ai entamé le premier dès le soir même, en regardant des vidéos sur la santé mentale des vétérans et le burn-out des aidants. Dans la formation, ils parlèrent de poser des limites et de demander de l'aide. Pas facile quand on a 18 ans et qu'on se demande comment faire. J'ai transmis le dossier complet sur le portail VA et Ricardo m'a confirmé sa bonne réception, précisant que la validation prendrait plusieurs semaines, mais qu'il suivait le dossier de près. L'assistante sociale du foyer m'avait orienté vers Amelia Fletcher, à la clinique de santé mentale de quartier, et j'ai eu mon tout premier rendez-vous 2 jours plus tard. La clinique se trouvait dans une ancienne maison, avec des fauteuils dépareillés et des affiches positives au mur. Amelia est venue me chercher et je l'ai suivie jusqu'à un petit bureau qui sentait la lavande. Elle devait approcher la quarantaine, porter des lunettes, et sa façon d'être très tranquille mettait en confiance. Elle m'a demandé pourquoi je venais, et j'ai retracé le rejet de mes parents, la recherche de papa, l'argent volé, et à mi-parcours, j'ai réalisé que je parlais trop vite, avec les mains qui tremblaient. Elle ne m'a pas coupé, n'a rien cherché à relativiser, elle a juste écouté, griffonnant parfois des notes. Une fois mon récit terminé, elle m'a interrogé sur mon sommeil, mon appétit. J'ai reconnu que ce n'était vraiment pas fameux, ni pour l'un ni pour l'autre. Elle m'a assuré qu'on travaillerait sur des stratégies pour dépasser ce genre de traumatisme. Mais pour l'instant, elle voulait juste que je me sente libre d'en parler ici. La séance n'a duré que 50 minutes, mais en repartant, j'ai eu la sensation d'avoir déposé un poids, ne serait-ce que pour un instant. Agatha, la conseillère financière, m'a téléphoné pour fixer un entretien approfondi et je l'ai retrouvée à l'agence la semaine suivante.
Elle avait imprimé tout l'historique des mouvements de mon vieux livret sur 5 ans, annoté de post-it et de surlignage. On a passé en revue chaque retrait, chaque virement. Agatha voulait savoir qui les avait initiés, ce qui m'en avait été dit, si j'avais donné mon accord. J'ai expliqué que maman avait toujours prétendu économiser pour mes études, que je n'avais jamais eu accès à ce compte par moi-même, et que j'ignorais qu'elle pouvait le fermer du jour au lendemain. Agatha s'est intéressée à la façon dont le compte avait été ouvert. J'ai raconté que j'avais 13 ans et que maman m'avait dit que c'était normal que les parents soient co-titulaires des comptes de leurs enfants. Elle a tout noté en me précisant que la banque prévoyait des procédures pour le remboursement provisoire en cas de fraude. Ma situation restait épineuse car le compte était officiellement joint, mais la manière dont il avait été dépouillé et le moment du retrait final, au moment où j'ai découvert que papa était vivant, rendaient mon dossier solide. Elle m'a expliqué qu'elle soumettrait tout au comité antifraude et me tiendrait au courant dans les 2 semaines. Giovanni a appelé quelques jours plus tard au sujet d'un test ADN. Il a expliqué que pour couper court aux contestations de maman et Marc à propos de ma légitimité dans la procédure de papa, il fallait une preuve biologique incontestable. Le test se ferait dans un labo agréé, le résultat serait intégré au dossier officiel de l'APS. J'ai accepté, même si quelque chose me mettait mal à l'aise, comme l'impression qu'il fallait prouver qui était vraiment ma famille. Le lendemain matin, nous sommes allés dans ce laboratoire et un technicien a pris un échantillon à l'intérieur de ma joue, puis de celle de papa, avant d'étiqueter les tubes avec les numéros de dossier. Toute l'affaire n'a pas duré plus de 10 minutes. En remontant dans la voiture, j'étais hors de moi, incapable d'accepter qu'on en soit arrivé là, écœuré que 12 ans de mensonges m'obligent à prouver par A plus B que j'étais bien le fils de mon père. Papa, lui non plus, n'a pas décroché un mot, mais je sentais qu'il ressentait la même indignation. Cette intrusion absurde dans une évidence qu'on n'aurait jamais dû remettre en cause. Artemisia m'a convoqué à l'aide juridique pour me tenir au courant. Elle avait déjà rédigé une demande en urgence afin qu'on récupère la main sur certains comptes, expliquant que laisser maman et Marc y toucher représentait un vrai risque d'évaporation supplémentaire. Elle réclamait au tribunal le blocage provisoire de ses comptes et un suivi drastique tant que l'enquête n'était pas bouclée. L'audience ne serait pas avant 2 semaines. Artemisia a étalé tous les papiers devant moi, m'a détaillé la suite des opérations, me prévenant que les juges pouvaient être imprévisibles, qu'on n'était pas certain d'obtenir tout ce qu'on espérait, mais que c'était notre meilleure chance d'empêcher les autres de tout disperser pendant que l'APS et la police faisaient leur travail. J'ai donné ma signature pour les vérifications et elle a envoyé le dossier dans l'après-midi. 2 jours plus tard, le funérarium a fait parvenir des documents supplémentaires. J'ai ouvert l'enveloppe à l'hôtel. C'était juste des factures et des contrats prouvant qu'ils s'étaient seulement occupés de prêter une salle pour une cérémonie, rien d'autre. Pas de crémation, pas d'inhumation, aucune prise en charge du corps. Un emplacement, quelques chaises et un livre d'or. Voilà tout. Je suis resté planté là, les papiers en main, sonné de comprendre que tout ce dont je me souvenais, la cérémonie, le cercueil devant lequel j'avais pleuré, n'était qu'un simulacre. Maman et Marc avaient organisé des funérailles pour un homme qui, en réalité, était vivant à une 30aine de kilomètres, hospitalisé parmi les anciens combattants. Je me suis senti cassé de l'intérieur, pris d'une colère glacée au point d'en trembler. J'ai dit à papa que j'avais besoin de marcher un peu et je suis sortie, faisant des allers-retours sur le parking et dans les rues alentours pendant plus d'1 heure, jusqu'à ce que mes jambes me tirent et que la rage devienne enfin supportable. Ricardo a appelé à propos du programme Chute Vache pour papa, une aide au logement avec accompagnement dédié aux anciens combattants sans abri. Compte tenu de son service et de la situation actuelle, papa remplissait toutes les conditions. L'entretien préliminaire était prévu pour mardi suivant, à la clinique des anciens combattants. Après les explications de Ricardo, papa s'est tout de suite mis à angoisser, persuadé qu'ils allaient juger qu'il était trop atteint ou qu'il ne méritait rien. Le soir, je me suis installé avec lui pour qu'on s'entraîne ensemble. Question à l'appui, comme Ricardo nous l'avait conseillé. Je lui ai répété qu'il avait servi son pays, qu'il avait droit à ce coup de pouce, que demander de l'aide n'enlevait rien à sa valeur. On a recommencé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il parle de sa santé ou de ses difficultés de logement sans que sa voix parte dans les aigus. Dans la même semaine, Artemisia a reçu un mail de maman, expédié depuis son adresse personnelle. Elle me l'a transféré avec une simple note pour que je la rappelle. J'ai tout lu, un long texte décousu à propos du deuil, de la confusion, où maman jurait avoir toujours voulu me dire la vérité plus tard, renvoyant tout sur le choc d'avoir cru perdre papa, expliquant que la peur l'avait poussée à de mauvais choix et prétendant ne jamais avoir voulu faire de mal. Pages et pages, sans jamais de vraie reconnaissance des faits ni d'excuses concrètes. Artemisia m'a appelé dans l'après-midi. C'est typiquement un message où on ne s'excuse jamais vraiment. Tout est dilué, aucune responsabilité n'est assumée. Elle avait déjà répondu par écrit, précisant que toute discussion devait désormais passer par les avocats. J'ai ressenti un vrai soulagement de ne plus avoir à me coltiner ça moi-même, d'avoir ce filtre protecteur qui éviterait que maman ne joue encore sur mes émotions. Artemisia a ensuite abordé l'option d'un expert en écriture pour la signature de la procuration, tout en précisant que ce genre d'expertise coûte souvent plusieurs milliers d'euros et que le mieux, pour l'instant, était d'attendre les résultats de l'examen interne de la banque. Si la banque repérait des anomalies, on aurait déjà des arguments solides et gratuits.
J'avais envie d'accélérer, mais je comprenais qu'en stratégie juridique, il fallait parfois attendre les faux pas de l'autre camp plutôt que de foncer tête baissée. Artemisia m'a garanti qu'elle continuait à pousser chaque piste et qu'on aviserait pour l'expert selon ce que la banque découvrirait. Petit à petit, papa et moi avons mis en place une routine pour garder la tête hors de l'eau. Le matin, je préparais ses médicaments, on les prenait ensemble au petit déjeuner, puis on consacrait 1 heure à la paperasse et au coup de fil, histoire de faire avancer les dossiers et de ne rien laisser traîner. Après, on sortait marcher 10 à 15 minutes autour du parking, juste histoire de respirer un peu. Cette organisation nous a permis de reprendre le contrôle, surtout papa, dont l'anxiété baissait nettement dès qu'il savait à quoi s'en tenir pour la journée. Même si parfois cette routine me pesait et que j'avais envie de tout régler d'un coup, je comprenais que la stabilité se construit au fil de ces petits rituels et non par de grands chambardements. Un jeudi matin, alors que j'organisais les pilules de papa, Giovanni a appelé. Il m'a annoncé que l'APS venait de finir son premier contrôle et confirmait nos soupçons d'abus financiers. L'enquête suivait son cours, mais cette première validation donnait vraiment du poids à notre dossier. Je lui ai demandé ce que cela changeait au pénal. Il m'a répondu que ce n'était pas un jugement définitif, mais que l'inspecteur Hugo allait pouvoir s'appuyer là-dessus pour son enquête et que cette reconnaissance officielle d'un abus renforcerait notre position, aussi bien devant le juge que dans la procédure criminelle. Après l'appel, je suis resté immobile devant le pilulier, le téléphone encore en main. Pour la première fois après des semaines de doute, quelqu'un d'extérieur posait noir sur blanc que tout ça était réel, que ce que maman et Marc avaient fait s'appelait bel et bien un abus, preuves à l'appui. 2 heures après, la banque a rappelé. Agatha m'a alors expliqué les résultats de leur enquête interne. Leur spécialiste avait repéré que la procuration semblait trafiquer en la comparant aux autres signatures de papa. Elle a précisé que tout retrait était désormais gelé sur le compte de papa, le temps qu'il termine l'enquête. Certes, on n'avait pas encore récupéré notre argent, mais ça empêchait maman et Marc de vider le compte pendant qu'on montait notre dossier. Je lui ai demandé combien de temps ça prendrait. Elle m'a répondu qu'il faudrait sûrement patienter encore quelques semaines, ce type d'affaires avançant toujours lentement, mais que le blocage était immédiat et déjà appliqué. Papa a voulu comprendre ce qu'il se passait, alors je lui ai raconté les 2 appels, tout en regardant son visage passer de l'incompréhension à une sorte d'espoir, comme s'il découvrait que le système pouvait aussi servir à protéger les gens, et pas seulement leur compliquer la vie. L'audience pour l'ordonnance de restriction était prévue le lundi au tribunal du comté, et Artemisia est arrivée dans le hall 1 demi-heure avant pour nous expliquer le déroulement. Elle nous a dit que le juge écouterait les 2 camps, lirait le rapport de police sur la visite de Marc sur notre parking, puis trancherait. L'ordonnance serait validée ou bien rejetée. Après avoir passé le contrôle de sécurité, on s'est installé sur le banc devant la salle et la jambe de papa tremblait sans arrêt jusqu'à ce que Marc arrive en personne, accompagné d'un avocat à la mine aussi triste que son costume. J'avais le cœur serré, car je croyais qu'il ne viendrait même pas, qu'il laisserait passer l'ordonnance sans rien dire. Mais non, il était là, avec ce mélange d'indignation et d'agressivité. L'huissier a appelé notre affaire, nous sommes entrés dans la salle, Marc et son avocat d'un côté, nous et Artemisia de l'autre. Le juge a demandé à l'avocat de Marc de commencer. Il a plaidé que Marc ne nous avait jamais menacés, qu'il cherchait seulement à prendre des nouvelles de la famille après une période compliquée, et que nous exagérions tout. Artemisia s'est levée à son tour et a exposé en détail au juge le rapport de police, les éléments de harcèlement, le timing précis de la venue de Marc, juste après le lancement des démarches juridiques. Le juge a passé ce qui m'a paru une éternité à éplucher le dossier, puis il a relevé la tête vers Marc pour lui demander ce qu'il faisait sur notre parking en pleine nuit. Marc a commencé à invoquer des obligations familiales, mais le juge l'a coupé. Selon lui, tous les éléments montraient un véritable schéma d'intimidation, et il accordait donc une ordonnance restrictive obligeant Marc à rester à 150 mètres de nous pendant 6 mois. À la sortie, j'étais partagé entre le soulagement et la frustration. 6 mois, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas énorme. Artemisia, elle, nous a répété que c'était déjà une grosse victoire, et qu'en cas de manquement, la sanction serait immédiate. Direction la prison. L'entretien pour désigner le gestionnaire des allocations de papa à la VA était fixé au mercredi. Alors on a pris la route pour Palmer. Une assistante sociale que je ne connaissais pas a emmené papa seul dans un bureau, tandis que j'attendais 40 minutes à faire défiler mon téléphone. Quand papa est revenu, fatigué mais soulagé, il m'a dit qu'il lui avait seulement demandé qui il voulait comme référent pour ses prestations et qu'il avait donné mon nom sans hésiter. Ensuite, l'assistante sociale m'a appelé pour me détailler la suite. Je devais valider des modules de formation, fournir des documents, mais l'avis net de papa pèserait beaucoup dans la décision. Elle m'a remis une pochette avec les infos pratiques, m'a promis qu'on me recontacterait vite avec le but de tout conclure sous 1 mois. J'ai remercié, puis on est parti. Papa est resté silencieux à côté de moi dans la voiture, puis il m'a avoué qu'il avait peur que je trouve ça trop lourd et que je finisse par lâcher l'affaire. Je lui ai assuré que je ne comptais pas partir, qu'on irait au bout ensemble. Il a hoché la tête, mais je sentais qu'après 12 ans à être mis de côté, il avait encore du mal à croire que les choses pouvaient changer. Jeudi après-midi, Ricardo m'a appelé pour annoncer que papa avait été accepté au programme HU de Vache et qu'on avait enfin le feu vert pour chercher un logement. Il m'a orienté vers Augusto Carni,
le coordinateur logement, qui m'a confirmé qu'on devait trouver un T2 conforme au programme, le bon prenant en charge la majeure partie du loyer. Augusto a proposé de m'envoyer une liste de biens compatibles et de planifier des visites dès que j'aurais fait mon choix. J'ai raccroché, puis j'ai couru annoncer à papa qu'on n'aurait plus seulement droit à des nuits d'hôtel, mais qu'on pouvait vraiment envisager une vraie maison. Il m'a demandé combien cela nous coûterait. Je lui ai expliqué que le bon couvrait quasi tout, qu'on n'aurait à régler qu'une petite part, que c'était la première perspective de stabilité depuis longtemps. Il s'est tu, et là, j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assis près de lui jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Le lendemain, j'ai passé l'après-midi à signaler la nouvelle adresse postale de papa à tous les organismes possibles. Sécu, VA, banque, pharmacie, assurance, chacun avec ses exigences, ses formulaires, ses modes de vérification. Ricardo m'a aidé à ouvrir une boîte postale Vapo en attendant un vrai logement pour être sûr que tout courrier arrive pendant cette période. À chaque formulaire envoyé, j'avais vraiment l'impression d'effacer peu à peu l'empreinte de maman et Marc sur la vie de papa, de couper tous les ponts qu'ils avaient avec ses infos et ses droits. J'avais les mains crispées à force de taper, les yeux qui brûlaient à force d'écran, mais je tenais bon. C'est ce genre de boulot administratif, fastidieux à mourir, qui protège vraiment, pas les grandes manœuvres mais les papiers que personne ne voit. Lundi matin, la banque a rappelé. Agatha m'a annoncé qu'ils allaient créditer un petit montant provisoire sur un compte étudiant qu'ils m'avaient ouvert à part, loin de toute influence des parents. Elle m'a prévenu que ce n'était qu'une infime partie de la somme volée et que le crédit pouvait être annulé si leur enquête ne me donnait pas raison. Il ne fallait donc s'en servir que pour l'indispensable. Le virement est finalement arrivé mardi et je suis resté un long moment à fixer ce chiffre sur l'écran. C'était vraiment mon argent, à moi, impossible à me reprendre du jour au lendemain. J'en ai profité pour faire quelques courses dignes de ce nom, histoire de manger autre chose que les menus imposés par les tickets d'hôtel, et papa m'a aidé à préparer le dîner dans notre minuscule kitchenette. Mercredi, j'ai reçu un message via les réseaux sociaux, prétendument envoyé par une cousine éloignée de ma mère, qui disait que la famille voulait organiser une rencontre pour régler les choses avant que la situation ne dégénère. J'ai lu et relu le message, en cherchant sous quelle pierre se cachait le piège, et je l'ai débusqué dans cette formule toute faite, avant que ça ne devienne plus compliqué, comme si le problème, c'était moi, et pas eux, qui nous dépouillaient depuis 12 ans. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Artemisia, qui a aussitôt rédigé une réponse claire. Tout contact devait désormais passer par les avocats, aucune discussion possible sans leur présence. Envoyer ce message m'a procuré un vrai sentiment de contrôle, même si ça me pinçait le cœur de me dire qu'on en était arrivé là, que je ne pouvais même plus accorder le moindre crédit à la famille de ma mère pour s'occuper de nous. Artemisia m'a appelé le lendemain, jeudi, pour proposer une réunion de conciliation avant de lancer une procédure au complet. Elle m'a expliqué qu'un procès était long et coûteux, et que si on pouvait obtenir réparation à l'amiable, ce serait toujours mieux que d'entamer des années de démarches devant les tribunaux. Je lui ai dit franchement que je doutais que maman et Marc reconnaissent jamais leur tort. Ils essaieraient forcément d'esquiver ou de minimiser ce qu'ils avaient y fait. Elle a reconnu que ça risquait d'être le cas, mais que la voie la plus raisonnable, c'était de tenter la négociation avant d'aller plus loin, qu'on pourrait toujours aller en justice si le dialogue sincère échouait. Je lui ai donné mon accord pour organiser la réunion, tout en sachant que j'avais peu d'illusions sur la suite. Les résultats du test ADN sont arrivés vendredi dans une banale enveloppe blanche. Je l'ai ouverte sans surprise, je savais déjà ce que j'allais y trouver. Il était officiellement prouvé à 99,9% que j'étais bien le fils biologique de papa. Plus personne ne pouvait remettre en cause ma légitimité à m'occuper de lui ou à intervenir en son nom. Giovanni m'a appelé une heure plus tard pour m'annoncer qu'il avait bien reçu le dossier, qu'il le transmettait à l'APS afin de l'ajouter au dossier officiel, une preuve supplémentaire de notre lien et de mes droits. J'ai rangé le document précieusement dans notre dossier de preuves et je l'ai aussitôt ajouté à notre sauvegarde en ligne, preuve d'un fait dont je n'avais jamais douté, mais qu'il fallait officialiser pour l'administration. 3 jours plus tard, Ricardo m'a appelé alors que je préparais le petit déjeuner dans la kitchenette du motel. Il m'a expliqué que l'agence des anciens combattants venait de boucler l'examen du changement de mandataire pour papa et que le feu vert officiel tomberait dans les 2 semaines. D'ici là, ils avaient donc mis en place des mesures de provisoire pour bloquer l'accès au compte, afin d'empêcher tout retrait non autorisé durant la transition. Autrement dit, maman et Marc ne pouvaient non plus rien toucher tant que tout n'était pas réglé. J'ai demandé ce qui se passerait une fois l'autorisation validée, et Ricardo m'a expliqué que j'aurais alors le contrôle total sur les prestations de papa, la possibilité de gérer enfin cet argent qui aurait dû nous revenir depuis longtemps. Papa était assis à la petite table, et quand j'ai raccroché puis répété la nouvelle, il s'est mis à trembler des mains. Je les ai saisis doucement jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle. La réunion de conciliation a eu lieu le mardi suivant à l'aide juridique, dans une salle au mobilier élimé sous des néons fatigués. Artemisia s'est installée près de moi, son portable ouvert devant elle, entouré de 3 gros classeurs de dossiers. Maman est arrivée avec son avocat, la mine effondrée, les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré tout le trajet. Quand elle m'a aperçu, elle a eu un geste vers moi, mais je me suis contenté de la regarder fixement jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Marc, fidèle à lui-même, a débarqué en retard, sans avocat,
s'est presque jeté sur une chaise et s'est plaint d'entrée de jeu, répétant que tout ça n'était qu'un malentendu qui lui causait des ennuis au boulot. Artemisia l'a royalement ignoré, a ouvert le premier classeur et sorti des relevés bancaires qui retraçaient le transfert des prestations de papa vers leur compte commun. L'avocat de maman s'est agité, griffonnant des notes. Avec méthode, Artemisia a détaillé chaque pièce, exposé les faits, les dates, les montants, soulignant la chronologie entre l'hospitalisation de papa et le début des virements. Maman n'a cessé d'intervenir, multipliant les excuses, expliquant qu'elle avait perdu pied après la mort de son mari et qu'elle croyait bien agir. Marc, de plus en plus bruyant, a insisté sur la procuration, répétant que tout cela était légal. Mais Artemisia lui a calmement présenté un document à signer en lui demandant s'il pouvait expliquer pourquoi la signature ne ressemblait à aucune autre signature de papa. Un silence pesant s'est installé, juste ponctué par le bourdonnement des néons. Je les regardais, ma mère qui jouait les veuves éplorées, Marc oscillant entre colère et mauvaise foi, et tout à coup, je n'étais même plus en colère, seulement vidé, prêt à laisser tout ça derrière moi pour avancer avec papa. Au bout de 2 heures, l'avocat de maman a proposé un plan de remboursement, et Artemisia a répondu en posant des conditions précises. Nous sommes tombés d'accord sur le principe. Maman et Marc suivraient un échéancier pour restituer lentement les sommes détournées, à condition bien sûr que les enquêtes valident les faits. Ce n'était pas tout ce qu'on nous devait. Il n'y avait pas non plus de vraie reconnaissance des torts, mais Artemisia m'a expliqué que cet accord posait un cadre légal et nous laissait la porte ouverte à d'autres poursuites s'ils ne respectaient pas leurs engagements. J'ai signé où il fallait et je suis sorti sans un regard pour ma mère, qui a éclaté en sanglots en comprenant que le pardon n'était pas pour maintenant. 2 jours plus tard, on retournait au tribunal pour l'audience sur le gel des avoirs. La juge, une femme au ton ferme, a parcouru la requête d'Artemisia pendant qu'on attendait, avant de demander à l'avocat de maman s'il avait des objections à ce que certains comptes soient temporairement bloqués. Il a tenté de faire valoir les difficultés que cela entraînerait, mais la juge l'a interrompu pour souligner que les preuves révélaient un véritable risque que l'argent disparaisse. Elle a ordonné le gel des fonds, empêchant maman et Marc de déplacer ou dissimuler la moindre somme pendant toute la durée de l'enquête. Ce n'était pas une victoire complète, mais au moins une mesure de protection. Et j'apprenais que la justice avançait par petites étapes procédurales, bien loin du grand spectacle que j'avais pu imaginer en regardant la télévision. Une fois dehors, papa m'a demandé si on avait gagné, et je lui ai répondu qu'on avait au moins décroché l'essentiel pour le moment. Quelques heures plus tard, Augusto a appelé pour annoncer qu'il avait trouvé un logement grâce au programme HU de Vache, un petit appartement d'une chambre dans un quartier pratique, avec les lignes de bus et la clinique des anciens combattants à proximité. On a fixé une visite pour le lendemain matin et j'ai à peine fermé l'œil cette nuit-là, tellement j'avais peur qu'il arrive un imprévu de dernière minute. L'appartement était situé au 2e étage d'un immeuble en briques simples, avec un petit parking devant. Augusto nous attendait dehors, puis nous a fait découvrir les lieux, en montrant les équipements qui fonctionnaient et en passant en revue les conditions du bail. Les murs, propres et clairs, la salle de bain avec une bonne pression d'eau, une fenêtre dans la chambre laissant entrer la lumière du jour. Debout dans ce salon encore vide, j'ai senti se desserrer en moi le nœud d'angoisse et d'incertitude qui me serrait depuis mes 18 ans. Papa, lui, a fait plusieurs fois le tour de l'appartement, posant la main sur les murs comme s'il voulait s'assurer que tout ça était bien réel. Augusto nous a confirmé qu'on pourrait emménager dans les 15 jours, dès que les dernières démarches seraient réglées, et j'ai signé la demande directement sur sa planchette. Le programme d'aide aux aidants m'a envoyé, le soir même, un mail d'acceptation, sous réserve que je termine la formation obligatoire. J'ai alors ouvert le portail en ligne pour suivre les modules sur la gestion des médicaments, l'assistance à la mobilité et la détection des signes de détresse. J'en ai eu pour 3 jours, mais une fois la formation achevée, je toucherai une allocation mensuelle pour accompagner papa au quotidien et pour ses rendez-vous médicaux. Ce n'était pas énorme, mais c'était un revenu stable. Et surtout, cela venait reconnaître officiellement que prendre soin de papa n'était pas seulement un devoir familial gratuit, mais bien un travail à part entière. Giovanni m'a rappelé la semaine suivante pour m'annoncer que l'APS avait remis à maman et Marc une notification officielle les informant que l'enquête avait apporté des éléments prouvant une exploitation financière aux dépens d'un ancien combattant en situation de handicap. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas encore d'une conclusion définitive, mais que c'était un point d'appui important pour la suite, aussi bien sur le plan pénal que civil. Je lui ai demandé quelle était la prochaine étape, et Giovanni m'a répondu que le rapport complet allait être transmis au procureur, qui déciderait des suites à donner selon les preuves. Le jour de l'emménagement est arrivé, un samedi matin. Papa et moi avons fourré nos quelques affaires du motel dans des sacs poubelles, puis nous avons pris le bus jusque chez nous. Augusto nous attendait avec les clés et il nous a aidés à monter nos affaires. Une fois seul dans ce nouveau lieu encore vide, papa n'a pas arrêté de tourner en rond entre le salon et la chambre, ne cessant de s'inquiéter. Et si la VA changeait d'avis? Et si on ne pouvait pas payer? Et si maman et Marc nous retrouvaient et venaient tout gâcher? Sa respiration s'est accélérée. J'ai tout de suite reconnu les signes d'une crise d'angoisse. Je l'ai accompagné jusqu'au canapé, me suis assis à ses côtés et je l'ai guidé à travers les exercices de respiration enseignés par Amélia en thérapie. Inspirer sur 4 temps, bloquer sur 4, expirer sur 4.
On s'y est tenu ensemble jusqu'à ce que ses épaules se desserrent et que ses mains cessent de trembler. Après, on a déballé nos cartons à notre rythme, jusqu'à ce que ce lieu impersonnel se transforme peu à peu en chez nous. On a accroché les chemises de papa dans le placard, rangé nos assiettes d'occasion dans la cuisine. Lundi après-midi, Agatha m'a appelé avec des nouvelles de l'enquête bancaire. Ils avaient décidé d'octroyer un crédit provisoire plus conséquent sur mon compte protégé, suite aux conclusions internes sur la fraude. La majeure partie de mes économies pour la fac était ainsi restituée. Elle a bien précisé qu'il s'agissait d'un montant temporaire tant que tout ne serait pas définitivement tranché, mais retrouver enfin de l'argent sur un compte que je contrôlais moi-même, c'était comme sortir la tête de l'eau après avoir longtemps manqué d'air. J'ai vérifié le solde 3 fois dans la journée, juste pour être sûr que tout ça n'était pas un rêve. La semaine suivante, papa a commencé à voir Victor Montes, un psychiatre spécialisé dans les traumatismes travaillant à la VA, dans le même bâtiment que la clinique où il avait déjà l'habitude de se rendre. J'ai patienté dans le hall pendant le premier rendez-vous, feuilletant des magazines défraîchis et gardant un œil sur l'horloge. Papa est ressorti au bout d'1 heure, l'air épuisé mais soulagé. Dans la voiture, il m'a expliqué que Victor avait été honnête sur la difficulté du parcours qui l'attendait, reconnaissant à la fois les séquelles du combat et les ravages psychologiques de 12 ans d'enfermement injustifié. Victor se montrait pourtant optimiste sur ses chances de rebondir, et pour la première fois depuis longtemps, on recommençait à espérer. Quelques jours après, j'ai pris le bus jusqu'au Community College et je me suis rendu au bureau de Cassie Vickers, au 2e étage du bâtiment des services étudiants. Elle était plus jeune que ce que j'avais imaginé, à peine la trentaine peut-être, avec un bureau envahi de papiers et un mug affichant « Survivante des délais ». Je lui ai présenté ma situation sans entrer dans tous les détails, lui expliquant seulement que j'avais 18 ans, que j'étais responsable de mon père ancien combattant en situation de handicap et que je réfléchissais à comment concilier la fac avec cet engagement. Cassie a cherché le programme d'exonération des frais sur son ordinateur, puis a commencé à vérifier les conditions d'éligibilité. Elle m'a demandé mes bulletins du lycée. Je lui ai répondu qu'ils étaient encore à mon ancienne adresse, mais que je pouvais les réclamer. Elle a annoté l'information avant de sortir un catalogue de cours, détaillant à quoi pouvait ressembler un premier semestre réaliste pour quelqu'un qui travaille à temps partiel et prend soin d'un proche. Elle m'a proposé 2 cours pour démarrer, tous 2 en ligne avec des délais flexibles, et m'a expliqué comment le service handicap pouvait m'aider si papa faisait une crise et que j'avais besoin d'un délai supplémentaire. J'ai ressenti un vrai soulagement, parce qu'elle ne m'a pas jugé sur mon retard ni sur mes difficultés à suivre un cursus classique. Elle était là pour m'aider à mettre en place quelque chose de concret. On a rempli ensemble les dossiers d'inscription, puis elle a aussitôt envoyé ma demande d'exonération, en précisant que d'habitude, il fallait compter 2 semaines de délai. Quand je suis sorti de son bureau, j'avais l'emploi du temps du semestre de printemps en main et un plan du campus sur lequel le bureau des bourses était entouré en rouge. 3 jours plus tard, Artemisia m'a appelé pendant que j'aidais papa à répartir ses médicaments dans le pilulier. Elle m'a dit que l'avocat de maman avait proposé à maman et Marc de vendre une de leurs voitures pour effectuer un premier versement de réparation, environ 8 000 $, histoire de bien montrer leur bonne volonté dans la procédure. J'ai senti ma mâchoire se crisper. La moindre démarche de leur part me semblait toujours calculée. Pourtant, Artemisia expliquait déjà le déroulement. Elle a précisé qu'elle avait insisté pour que l'argent arrive directement sur le compte séquestre prévu à cet effet, pas sur le nôtre, et qu'ils auraient 30 jours pour fournir la preuve de vente et l'attestation de dépôt. Je lui ai demandé si cela voulait dire qu'ils prenaient enfin leurs responsabilités, et j'ai senti de la retenue dans sa voix. Elle a répondu que non. Ça voulait simplement dire qu'ils tenaient à respecter l'accord, afin d'éviter que la justice ne s'en mêle de nouveau, mais que ça ne voulait pas dire qu'ils regrettaient quoi que ce soit. C'était juste le respect d'un accord, rien de plus. Je lui ai dit que j'accepterais le paiement seulement quand tout serait formalisé, et elle m'a promis de m'envoyer les documents nécessaires. Après avoir raccroché, j'ai tout raconté à papa, qui s'est contenté d'hocher la tête, les mains posées sur ses boîtes de médicaments, avant de lâcher, peu importe pourquoi ils font ça, tant que l'argent arrive. 2 semaines plus tard, je revenais des courses quand j'ai aperçu le pick-up de Marc sur le parking. Ma gorge s'est nouée et je me suis arrêté net, les sacs encore en main. Il était là, assis au volant, garé à une 50aine de mètres de notre immeuble, moteur éteint, les yeux fixés sur les fenêtres. J'ai aussitôt fait demi-tour en sortant mon téléphone. J'ai appelé le 17, expliqué calmement qu'il y avait une violation d'ordonnance d'éloignement en cours, donné l'adresse ainsi que la plaque du véhicule de Marc. L'agent m'a dit de rester en ligne et de me mettre à l'abri. Je me suis réfugié à l'arrêt de bus au coin de la rue, surveillant l'entrée du parking. Une voiture de police est arrivée en moins de 10 minutes. J'ai vu l'agent s'approcher du pick-up. Marc a commencé à gesticuler, mais l'agent ne s'est pas démonté. Ils ont discuté quelques minutes, puis l'agent l'a escorté jusqu'à la voiture de police. J'ai dû faire ma déposition à un autre agent, lui montrer l'ordonnance sur mon portable et confirmer que Marc n'avait absolument aucune raison d'être là. On m'a expliqué qu'il était placé en garde à vue pour infraction et que je recevrais une convocation au tribunal. L'audience a eu lieu la semaine suivante. J'étais présente dans la salle, à regarder Marc essayer de convaincre le juge qu'il traversait simplement le quartier. Le procureur a apporté le rapport de police, les relevés GPS de l'appel au 17 qui prouvaient que j'étais bien à la résidence et les photos du pick-up prises sur le parking.
Le juge a regardé Marc et lui a dit que la violation de l'ordonnance de protection était nette, en lui demandant s'il comprenait bien à quoi elle servait. Marc a tenté de se défendre, mais son avocat l'a calmé d'une main posée sur le bras. Le juge a prolongé l'ordonnance d'1 an entier, en précisant qu'en cas de récidive, il ne se contenterait plus d'une simple arrestation, mais qu'il y aurait une détention en attente de jugement. Pour la première fois depuis le début, j'ai eu l'impression que la justice faisait vraiment attention à notre sécurité, que ce n'était pas juste une procédure de plus parmi tant d'autres. Je suis sorti et j'ai envoyé un message à Artemisia pour lui annoncer le résultat. Elle m'a tout de suite répondu avec un emoji pouce levé et un bien. La lettre de la VA est arrivée un jeudi après-midi, dans une grande enveloppe bardée des tampons officiels. Je l'ai ouverte sur la table de la cuisine, relu le premier paragraphe 3 fois avant de réaliser ce que ça signifiait. Le changement de tuteur représentant était enfin officiel. J'avais désormais l'autorité légale pour gérer les prestations de papa. Le courrier détaillait les étapes de la transition, donnait les coordonnées du coordinateur et précisait tout ce dont je devais m'occuper. Je suis resté là un moment, les papiers à la main, à mesurer la responsabilité que cela représentait. La sécurité financière de papa dépendait à présent de moi, et non plus de maman, ni de Marc, ni d'un fonctionnaire lointain qui se moquait bien de son sort. J'étais désormais responsable de payer ses factures, de gérer ses traitements, de garantir qu'il aurait le nécessaire. C'était beaucoup à porter, mais c'était juste. Et j'étais reconnaissant que, après 12 ans d'abus, on me fasse enfin confiance pour prendre en charge ce qui aurait dû m'être confié depuis longtemps. Je suis allé retrouver papa qui regardait les infos dans le salon et je lui ai tendu la lettre. Il l'a lue lentement, les yeux embués, puis il m'a simplement dit « Merci ». La première allocation de proche aidant a été versée sur mon compte le 15 du mois. Je consultais mon téléphone dans la salle d'attente du médecin quand la notification est apparue. Je suis resté figé à fixer l'écran, relisant la somme et le libellé, programme de soutien aux aidants, VA. Ce n'était pas un gros montant, juste quelques centaines d'euros, mais désormais nous aurions un revenu fixe chaque mois. Avec la gestion des prestations de papa, on pouvait enfin envisager le loyer, la nourriture et un peu de stabilité, sans avoir peur qu'un imprévu ne fasse tout basculer. J'ai montré l'écran à papa en remontant dans la voiture, et il m'a serré l'épaule. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté faire quelques courses, et j'ai enfin pu acheter des légumes frais. Même si pour d'autres c'était banal, pour nous, c'était devenu un vrai luxe. Agatha m'a appelé la semaine suivante pour confirmer que le compte séquestre avait bien reçu un premier versement grâce à la vente de la voiture. Elle m'a expliqué le détail du dépôt et vérifié que le montant correspondait à ce que l'avocat de maman avait annoncé. Elle a bien insisté. Mes crédits provisoires auprès de la banque restaient en attente d'une validation définitive, car leur enquête pour fraude était toujours en cours. Mais voir l'argent revenir sur mon compte, c'était du concret, une avancée réelle. Ce n'était pas la justice, et de toute façon, ça ne compensait pas tout ce qu'on avait perdu. Mais au moins c'était quelque chose, la preuve matérielle que je pouvais brandir en disant « Regardez, il se passe enfin quelque chose ». J'ai demandé à Agatha ce qui allait se passer ensuite, et elle m'a expliqué que l'enquête de la banque suivait son cours, mais que ce paiement renforçait clairement notre dossier, puisqu'il montrait que maman et Marc reconnaissaient ce qu'ils nous devaient. Elle m'a promis de me tenir informée, et je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait jusque-là. Ce soir-là, avec papa, on s'est assis tous les deux pour poser des règles très précises. Plus aucun contact avec maman ou Marc en dehors des avocats. Et cette fois, on était bien décidés à s'y tenir. J'ai bloqué le numéro de maman, celui de Marc et tous les autres numéros de proches dont je me rappelais. Au fil des semaines, maman a tenté de m'appeler depuis d'autres téléphones, mais je n'ai jamais décroché. La sœur de Marc a essayé de me contacter sur les réseaux sociaux. Je l'ai bloqué. Son frère m'a envoyé un message pour m'accuser de briser la famille. Je l'ai lu, puis supprimé, sans jamais répondre. À chaque fois que je respectais cette limite au lieu de céder à la culpabilité ou à la curiosité, je me sentais un peu plus solide. Le simple fait de couper court à tout contact finissait par installer en moi un calme inédit, comme si je pouvais enfin respirer sans craindre la prochaine crise ou la prochaine tentative de manipulation. 3 mois après ce matin brutal où je m'étais réveillé, avec un seau d'eau froide en plein visage, je me retrouvais à la table de la cuisine, les médicaments de papa posés devant moi pour le soir. L'appartement sentait le poulet au riz pas cher que j'avais mis à cuire, et mon ordinateur affichait le programme de la formation d'écriture en ligne que je venais à peine de démarrer. Papa était dans le salon, absorbé devant une émission de cuisine, et je l'ai entendu éclater de rire à une blague de l'animateur. J'ai regardé autour de moi notre petit chez nous, le canapé déniché chez Emmaüs, la vaisselle récupérée offerte par des amis, le post-it de rappel pour la visite médicale coincé sur le frigo par un aimant. Ce calme du quotidien, ce jeudi soir banal, avec ses médicaments, son repas simple et mes devoirs à rendre, c'était ça, la vraie stabilité. Rien d'extraordinaire ou de palpitant, juste quelque chose de solide, de prévisible, de rassurant. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait, parce que c'est loin d'être le cas. On continue la thérapie, les démarches judiciaires, on réapprend à être père et fils après 12 ans à vivre séparément.
Papa fait encore des cauchemars, est traversé de crises d'angoisse, et moi j'ai toujours du mal à digérer l'enfance volée. Mais on a un toit où nos noms figurent sur le bail. On remplit le frigo avec de la nourriture payée par notre propre argent, un argent que plus personne ne peut nous confisquer, et on commence même à avoir de vrais projets pour l'avenir, construits par nous. Ce n'est pas un conte de fées où tout finit bien, où tout le monde est heureux à jamais. C'est mieux que ça, c'est un vrai nouveau départ. Franchement, ça a été tout un voyage au cœur des pires décisions parentales de l'histoire. Si vous pensez que votre famille est si peu compliquée, au moins, dites-vous qu'ils n'ont probablement pas simulé la mort de quelqu'un. Enfin, j'espère pas. Bref, abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires qui commencent très mal, mais laissent poindre une minuscule lueur d'espoir à la fin. Et puis, si vous devez retenir une chose de tout ça, c'est qu'il arrive parfois que la justice fonctionne. Assez incroyable, non? Allez, salut!